Bonjour, il est 17h et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres. C'est peut-être le début de la fin dans la bataille de Kobané. Les défenseurs kurdes perdent du terrain. À Hong Kong, la déclaration qui remet le feu aux poudres, les étudiants affirment ne rien vouloir lâcher. Et à Francfort, en Allemagne, la foire aux livres célèbre les 25 ans du mur de Berlin. Ça ne pourrait être qu'une question d'heure. Les djihadistes de l'État islamique qui mènent l'assaut à Kobané se rapprochent du centre-ville. Les défenseurs kurdes s'accrochent toujours et espèrent une aide extérieure, mais il y a peu d'espoir. Des cris de joie, et pourtant, il n'y a pas de quoi se réjouir. Les frappes américaines, saluées du côté turc de la frontière, ne sauveront pas d'une Kobané à genoux. Les djihadistes de l'État islamique contrôlent en ce moment un tiers de la ville. Ils ont repris cette nuit les quartiers de l'Est perdus ces 2 derniers jours. Les bombardements, toujours aussi intenses, ralentissent, retardent, mais n'arrêtent pas la progression du drapeau noir. John Kerry, secrétaire d'État à la Défense, a annoncé hier soir que Kobané n'était pas un objectif stratégique pour les États-Unis. L'oncle Sam ne fera pas tout pour sauver la ville. Si elle tombe, dans leurs avions de combat, les anges gardiens américains s'en iront bombarder leur ennemi ailleurs. Et le ministre des Affaires étrangères turc vient peut-être de sceller le sort des assiégés. Il a déclaré ce matin qu'une opération terrestre des seules forces armées de la Turquie n'était pas réaliste. Pour le moment, le fracas des combats résonne encore, mais sous les yeux du monde, les assiégés sont seuls, encerclés, acculés à une frontière turque d'où ne viendra aucun renfort. Les défenseurs de Kobané le savent, sans miracle, ils n'ont plus qu'à livrer leur baroud d'honneur. Et hier soir, au Luxembourg, se tenait une réunion des 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, avec des représentants de Facebook, Twitter, Microsoft et Google. Sujet de la discussion, comment empêcher la propagande des organisations djihadistes sur Internet. Elles se servent notamment de ce moyen pour recruter. Et d'autres répercussions d'un conflit qui ne connaît décidément pas de frontières. Pour protester contre l'attentisme de la Turquie dans le conflit syrien, les communautés kurdes en Allemagne, Turquie et Irak ont défilé dans les rues. On déplore plusieurs morts et différents incidents. Des scènes de guérilla urbaine se sont propagées dans les grandes villes de Turquie. D'Istanbul à Ankara, en passant par la capitale à majorité kurde de Diyarbakir, les violences se poursuivent depuis 2 jours. Des manifestants face à des islamistes radicaux et des forces de l'ordre déterminées. Les policiers tirent à balles réelles. Les échauffourées ont déjà fait 21 morts. En dépit d'un couvre-feu, les manifestations se poursuivent. Dans le calme cette fois, la communauté kurde d'Erbil, en Irak, a manifesté devant le siège de l'ONU. Les organisateurs en appellent à la communauté internationale. Nous avons demandé à l'ONU de fournir une aide d'urgence à Kobané, une aide humanitaire et un soutien militaire, ainsi que la mise en place d'un couloir aérien pour acheminer cette aide. De l'Irak à l'Europe, il n'y a qu'un pas. À Hambourg, où vivent 35 000 Kurdes, une manifestation de soutien à Kobané a été organisée. Mais des sympathisants salafistes ont perturbé le défilé. C'est vraiment terrible qu'en pleine rue de Hambourg, des partisans de l'État islamique puissent s'attaquer à des gens et les blesser gravement. Les autorités allemandes s'inquiètent de l'embrasement de la situation, d'autant que le pays compte une importante minorité turque de 3 millions d'habitants. Et Jean Chamoulou nous a rejoint. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous allez nous aider à faire le point sur la situation en Turquie. Oui, et d'ailleurs les images parlent d'elles-mêmes. D'un côté les chars de l'armée turque postés sur les hauteurs de Kobané, et de l'autre les combattants de l'unité de protection du peuple kurde en prise avec les 2000 soldats de l'État islamique. Ces combattants, appartenant à la branche armée du PKK en Syrie, ne sont pas armés par la coalition et se retrouvent donc livrés à eux-mêmes. Malgré le vote favorable du Parlement turc le 2 octobre, l'armée ne bouge pas d'un centimètre et regarde les habitants fuir Kobané et se faire massacrer par les djihadistes. Un immobilisme lourd de conséquences, puisque Kobané est situé à seulement 8 km de la frontière avec la Turquie. La Turquie, qui en plus de rester passive, bloque tout passage de renforts kurdes, alors qu'elle a laissé les renforts djihadistes circuler librement. Mais alors Jean, pourquoi cette passivité ? Eh bien déjà pour le président turc Erdogan, il est hors de question d'intervenir seul. Les frappes aériennes de la coalition s'avèrent inefficaces à stopper les djihadistes. Erdogan exige donc un soutien au sol de la part de la coalition.
Un jeu de poker menteur en somme, sachant que les États-Unis ont clairement annoncé leur refus de toute intervention terrestre. Autre problème pour Ankara, la question kurde. Leur venir en aide à Kobané reviendrait à les renforcer et donc à donner aux Kurdes de Syrie la possibilité de constituer une entité autonome. Impossible donc pour la Turquie qui a placé le PKK sur la liste des organisations terroristes. Pourtant, mardi dernier, le président turc a affirmé qu'il ne laisserait pas Kobané tomber aux mains de l'État islamique. Un espoir qui semble s'envoler peu à peu. Kobané risque donc de peser lourd à la fois sur le plan humain et sur le plan politique. Oui, Kobané risque de rentrer dans les livres d'histoire comme la ville de la honte et le symbole de l'inefficacité des puissances occidentales à agir et à endiguer un groupe terroriste devenu la plus grande menace pour l'Europe. Mais aussi, Kobané risque de devenir le symbole des tensions internes en Turquie. De façon indirecte, on peut dire que l'État islamique fait le jeu de la Turquie en affaiblissant le PKK, un dialogue de sourds responsable d'un massacre relayé en direct sur les télés du monde entier. Merci Jean. Merci de m'avoir invité. Des images qui suivent peuvent être choquantes. Un attentat suicide a fait 47 morts aujourd'hui et 75 blessés au Yémen, à Sanaa, la capitale. Revendiqué par Al-Qaïda, il s'est produit dans un quartier chiite, en proie à des conflits religieux qui opposent sunnites et aux chiites. Cette action des extrémistes religieux est la plus meurtrière depuis 2012. En Chine, le dragon hongkongais remue encore. Alors qu'on pouvait croire qu'ils allaient pour de bon ranger leur parapluie, les étudiants contestataires ont annoncé ne rien vouloir lâcher. Une déclaration qui n'a pas fait plaisir au pouvoir. Les rues, toujours barricadées par les autorités, sont de plus en plus désertes. La vie reprend son cours normal, ou presque. À Hong Kong, le mouvement pro-démocratie s'est essoufflé. Ils étaient des dizaines de milliers à se rassembler dans la rue il y a une semaine. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines. Seuls 3 sites sont encore occupés par les manifestants. Mais le mouvement de protestation a fait savoir aujourd'hui qu'il ne lâcherait rien. Sans explication claire et sans idée concrète sur les moyens de régler le conflit, le peuple de Hong Kong ne battra pas en retraite. 23 membres du Conseil législatif sur 70 soutiennent ce mouvement mené par les étudiants. Hong Kong est entré dans une ère de désobéissance et de non-coopération. Les autorités locales ont très peu apprécié les déclarations des contestataires. Dans la foulée, la numéro 2 de l'exécutif, Carrie Lam, a annoncé que la rencontre prévue avec les étudiants était annulée. Je réalise que les bases d'un dialogue constructif ont été sapées. Il est impossible d'avoir une rencontre fructueuse demain. Cette guerre de déclarations prolonge un peu plus la crise politique que traverse Hong Kong, où désormais, tous les regards sont tournés vers la rue. L'inquiétude grandit devant la progression d'Ebola. 7 cas suspects en Espagne suite à la contamination d'infirmières, plus de 8000 victimes et une réponse internationale jugée insuffisante. Christophe Carnino fait le point sur la situation. Nous devons travailler pour que le virus Ebola ne devienne pas un nouveau sida. Les mots sont forts. Ils ont été prononcés par le docteur Tom Frieden, directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, en marge d'un débat à Washington pour stopper la progression de la fièvre Ebola. Le virus se propage notamment en Europe. L'état de santé de l'aide-soignante qui a contracté la fièvre en Espagne s'est détérioré et une nouvelle personne a été placée en observation, portant à 7 le nombre de personnes suspectées d'être infectées. Aujourd'hui, l'hôpital avoue avoir été dépassé par l'ampleur de l'épidémie. Nous n'avions pas les infrastructures pour gérer un virus de cette ampleur. En Allemagne, une 3e personne contaminée a été hospitalisée ce matin à Leipzig. Il s'agit d'un Soudanais qui travaillait au Libéria pour le compte de l'ONU. La fièvre hémorragique Ebola a fait 3865 morts sur plus de 8000 cas enregistrés dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a estimé qu'il fallait multiplier par 20 l'aide actuelle pour espérer enrayer la maladie. Après la tristesse, l'indignation au Mexique dans l'état du Guerrero. L'identité des 28 cadavres exhumés des fosses communes à Iguala n'est toujours pas connue. Les familles s'indignent, le gouvernement traîne des pieds. Imke Amann. Schilder mit den Namen der Vermissten. Zehntausende Menschen demonstrierten gestern in Mexiko-Stadt und im Rest des Landes. Sie fordern eine schnelle Aufklärung des mutmaßlichen Massakers an Studenten in Iguala. Ein Fall, der das ganze Land mobilisiert.
Das ist ein Riesenproblem, das das ganze Land, sogar die ganze Welt wütend macht. Wir müssen unserem Land beistehen und unseren Brüdern, den Studenten, die gestorben sind. Es lebe Guerrero! Das Vertrauen in den Staat, diesen Fall aufzuklären, schwindet täglich. Vor allem die Eltern der verschwundenen Studenten bitten um internationale Hilfe. Wir fordern, dass ein Expertenteam die Untersuchungen unternimmt. Und zwar eine gerichtsmedizinische Einheit aus Argentinien. Sie soll sich der Sache annehmen, die nötigen Studien durchführen und die 28 gefundenen Leichen identifizieren. In der Nähe von Iguala, wo die 28 Leichen in diesem Massengrab entdeckt wurden, liegt die Kontrolle weiterhin bei der Armee. Die Spurensuche dauert an und solange keine Ergebnisse vorliegen, hoffen sie alle nur das Beste. Natürlich hoffen wir, dass sie noch leben. Es wurden Leute gesehen, die Essen irgendwo hinbringen. Wir schließen also nicht aus, dass die Studenten noch am Leben sind. Hunderte Freiwillige durchsuchen die Stadt, um die 43 Vermissten zu finden. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass die jungen Leute erst von der Lokalpolizei mitgenommen, an das örtliche Drogenkartell übergeben und dann getötet wurden. D'autres manifestations au nord du continent. Un jeune homme noir a été abattu aujourd'hui par un officier de police qui n'était pas en service à Saint-Louis, dans le Missouri. Un accident qui ravive le spectre de la mort de Michael Brown il y a 2 mois dans le même état. Clap de fin pour la campagne électorale en Bolivie. Le vote aura lieu dimanche, mais devant une opposition divisée, il fait peu de doute que le président sortant, candidat à sa propre réélection, Evo Morales, sera réélu. Bettina Baumann nous en dit plus. Es war sein vorerst letzter Auftritt. Boliviens amtierender Präsident Evo Morales beendete gestern in La Paz seinen Wahlkampf. Am Sonntag entscheidet sich, ob er seinen Kurs fortsetzen kann. Umfragen sehen ihn mit 59% der Stimmen vorne. 9 Jahre ist es her, dass die Bolivianer Morales zum ersten indigenen Präsidenten des Landes machten. Am Anfang wählten die Menschen Morales, weil sie sich sagten, der hat eine dunkle Haut, wie ich. Nach 9 Jahren in der Regierung sind die Leute allerdings nicht mehr in diesem Identifikationsprozess. Jetzt sind es wirtschaftliche und soziale Faktoren. Mit Morales ging es für Bolivien wirtschaftlich bergauf. Wachstumsraten von bis zu knapp 7% erzielte das Land in den vergangenen Jahren. Vor allem aber dürfte Morales einen Großteil seiner Beliebtheit schon in seiner ersten Amtszeit geerntet haben. Er verstaatlicht das Öl und gibt den Bolivianern eine neue Verfassung. Heute haben wir unsere Würde zurück. Nie wieder werden wir Bettler sein, nie wieder gedemütigt, meine Brüder. Wir sind kein Staat mehr, der bettelt, nicht mehr so wie früher. So ausgelassen die Stimmung bei den Anhängern von Morales auch sein mag, sollte er diesen Sonntag wiedergewählt werden, warten große Herausforderungen auf ihn. Seit Jahren stagniert die Arbeitslosenquote und auch die Korruption konnte er noch nicht in den Griff bekommen. Et Leipzig en Allemagne lançait aujourd'hui le début des commémorations des 25 ans de la chute du mur de Berlin à 1 mois de la date anniversaire. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, des milliers d'habitants s'étaient rejoints pour faire tomber le mur. Une histoire qui en a donné beaucoup d'autres. La Bourse Livre de Francfort, qui s'ouvrait hier, accueillait de nombreux ouvrages qui avaient pour thème le mur de Berlin. Baptiste Maton. Des pages. Le souvenir commun de la chute d'un mur entre 2 mondes. Depuis 25 ans, le mur n'est plus, mais les souvenirs restent. Pour cette foire vieille de 5 siècles, un thème cette année, les retrouvailles. Le mur persiste au-delà des livres d'histoire, dans l'imaginaire des romanciers comme celui de l'écrivain britannique Ken Follett, venu présenter ici son nouveau roman. Le mur était une tragédie passionnelle pour beaucoup de familles allemandes, mais c'était aussi le symbole d'un monde divisé et du fait que les 2 camps en guerre, les États-Unis et l'Union soviétique et leurs alliés, étaient l'un contre l'autre. Face à face, jusqu'à cette nuit de novembre où les Allemagnes craquent. Elles n'en peuvent plus, se délient de leur chaîne pour mieux se réunir. La joie, intense, l'ivresse des retrouvailles, des moments aujourd'hui fixés dans l'imaginaire commun, en photos et dans les livres. À Francfort, on revisite le souvenir et on le confronte. Notre projet s'appelle « Construire des ponts, briser les murs ».
L'idée était de dresser des ponts symboliques en proposant différents témoignages sur la chute du mur de Berlin pour faire revivre l'histoire d'il y a 25 ans. Construire des ponts qui rassemblent, bien loin des murs qui séparent. Inviter les 300 000 visiteurs attendus cette année à se pencher sur des récits, tous des témoignages d'une Allemagne heureuse de s'être retrouvée. Et dernière page de ce journal, le prix Nobel de littérature est revenu aujourd'hui à un Français, Patrick Modiano. Ses œuvres mettent en scène des personnages du Paris occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Académie du Nobel a tenu à saluer son art de la mémoire. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite le grand film de la soirée de Marc Ionesco, Comment j'ai réussi à quitter le Public House. Bonne soirée à tous.